Alors, je suis, faute de temps, donc obligé de laisser tomber la partie qui consiste à voir comment le Yishuv a accueilli la nouvelle, comment le Yishuv, par exemple, a accueilli la nouvelle d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, comment a-t-il perçu la montée du nazisme, comment a-t-il réagi. Vous savez que le nazisme a eu vis-à-vis des Juifs une politique en dents de scie entre 1933 et 1939. Ça n'a pas été une politique en matière de violence anti-juive, c'était une politique constamment faisant souffler le chaud et le froid. Ce qui fait qu'un grand nombre de Juifs allemands, d'ailleurs, ont été tout à fait déboussolés. À partir de 1938, en revanche, on est tout à fait fixé cette fois, c'est carrément le froid qui souffle. Bon. Et jusqu'en 1938, c'est assez erratique. Je vais prendre le sujet en 1945, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes en 1945. Il y a en Europe un certain nombre, des centaines de milliers de rescapés de la Shoah, qui ne savent pas où aller. Beaucoup d'entre eux, rescapés juifs polonais qui ont été réfugiés en URSS, par exemple, sont rapatriés en Pologne. Et en Pologne, vous savez qu'ils ne restent pas parce qu'ils sont confrontés à une vague d'antisémitisme infiniment plus violente qu'avant la guerre. Ça n'est pas seulement le pogrom de Kielce qu'on cite toujours, le 4 juillet 1946, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, Kielce. En réalité, on tue des juifs tous les jours en Pologne en 1945. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une affaire de meurtre. Donc en clair, un grand nombre de ces 200 000 juifs polonais qui auraient peut-être voulu refaire leur vie en Pologne repartent. Ils repartent vers les camps de personnes déplacées, ils repartent vers l'ouest. Où veulent-ils aller? États-Unis. Les États-Unis sont encore relativement fermés. La France, l'Angleterre, évidemment le futur État d'Israël. Bref, quand le Yishuv accueille les réfugiés, parce qu'il va en accueillir un très grand nombre, une bonne moitié, pas la totalité, mais en tous les cas une bonne moitié des réfugiés. Plus de 200 000 vont arriver en quelques années. Comment les accueille-t-il? Et pourquoi est-ce que cet accueil a été un tel échec? Parce que tout le monde le sait, c'est un échec, je ne vous apprends rien, je pense là-dessus. Alors, l'accueil dans le Yishuv en 1945, puis dans l'État d'Israël constitué en 1948, ça a été un échec, je dirais, pour 5 raisons. Je vais résumer les 5 raisons, parce que le sujet est passionnant, mais on n'a pas le temps de détailler les 5 points. Le premier point, d'abord, ce qu'il faut noter avant de voir les 5 raisons, c'est que les rescapés du Yishuv qui arrivent en masse en 45, 46, 47, ils arrivent clandestinement. Je rappelle qu'on est encore sous le régime du livre blanc britannique, que les Juifs n'ont pas le droit d'entrer en Palestine, mais malgré cela, l'organisation du Mossad, Aliyah-Bet, c'est-à-dire l'organisation de l'agent juif clandestine qui organise l'arrivée clandestine des Juifs, fait venir 70 000 Juifs clandestinement, par bateau bien sûr, via Chypre ou via l'Italie ou via la France, en particulier par du port de Sète, sur les côtes palestiniennes, jusqu'au 14 mai 48. Après le 14 mai 48, l'immigration est libre, bien sûr. Donc 70 000 arrivent clandestinement, et après mai 48, on estime qu'environ 180 000 arrivent en l'espace de 3 ans. Donc, concrètement, le poids des rescapés dans le Yishuv et le jeune État d'Israël, eh bien, il va être considérable. Je rappelle les chiffres, il y a 600 000 habitants en 1945. En 1949, avec l'immigration illégale et légale, on estime que les rescapés forment un tiers des Israéliens. Un tiers. Que les combattants de la jeune armée israélienne représentent un tiers des soldats. En 1960, à la veille du procès Eichmann, les rescapés forment un quart de la population israélienne. Donc démographiquement, il faut le noter, il faut garder ça à l'esprit, pendant une bonne trentaine d'années, jusqu'aux années 70, disons, les rescapés sont présents dans l'espace physique israélien. Alors, les 5 raisons de l'accueil raté des voici. Premièrement, nous sommes en présence d'un pays d'immigration qui accueille des immigrants de tous les côtés, du monde entier, en particulier du monde arabe, où il y a urgence, parce que les gouvernements arabes ne cachent pas que les juifs des pays arabes sont des otages. Ils le disent, ce n'est pas une interprétation, ils le disent, c'est dans les archives marocaines, irakiennes surtout, ou libyennes, surtout en Égypte, en Irak et en Libye, on a les textes les plus, en Syrie aussi, on a les textes les plus crus là-dessus. Bref, l'agent juif sait qu'il y a urgence du côté du monde arabe, qu'il y a des communautés en danger de mort physique. C'est moins vrai là où il y a mandat français, où il y a colonie française comme le Maghreb. Mais là, en revanche, où le colonisateur se retire tout de suite, comme en Libye avec les Italiens, comme en Égypte et surtout comme en Irak, qui est déjà indépendant depuis 1932, là, il y a réellement un danger de mort. Et évidemment, le Yémen est un État indépendant. Donc, il y a une urgence qui est l'intégration d'un grand nombre d'immigrants qui viennent du monde entier, dont le monde arabe, mais il y a aussi un grand nombre d'immigrants qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Sud. Il faut les intégrer.
Je rappelle que la population israélienne double en 4 ans. Entre 48 et 52, la population passe de 600 000 à 1 200 000 habitants. Vous imaginez les problèmes que ça pose. Loger, soigner, éduquer, apprendre l'hébreu, trouver un travail, etc. Deuxième point, deuxième urgence, la menace de la guerre. 49, accord de cessez-le-feu avec les voisins arabes, ça n'est pas la paix. L'État d'Israël, comme les voisins arabes savent que la guerre peut reprendre du jour au lendemain, ce sont simplement des lignes de cessez-le-feu, des lignes d'armistice. Donc, l'État d'Israël vit sur le pied de guerre, doit consacrer un énorme budget à la défense. C'est un pays qui intègre, c'est un pays qui n'a pas évidemment la richesse économique d'aujourd'hui, c'est un pays qui doit consacrer énormément d'argent. Il n'y a pas encore les aides internationales venues des réparations allemandes, hein, on est en 45-48. Donc il y a une urgence, et cette urgence fait que les douleurs physiques et les douleurs morales des rescapés, honnêtement, les dirigeants sionistes les traitent à la légère. Et puis il y a 3 autres raisons qui sont beaucoup plus subtiles, parce que là j'ai évoqué les raisons matérielles, mais il y a 3 autres raisons qui sont moins dites. Elles sont à la limite, je dirais, plus honteuses. Premièrement, c'est la culpabilité du Yishuv. Le Yishuv se sent coupable vis-à-vis des rescapés. Coupable de quoi? Coupable d'avoir vécu en paix, heureux, mis à part le bref épisode 42 où le Yishuv est en danger de mort à cause de Rommel, mais passé la menace de Rommel après la victoire britannique d'El Alamein, automne 1942, c'est fini. Le Yishuv a vécu une véritable oasis de bonheur. Pourquoi? Parce que l'effort de guerre britannique, ces années-là, a entraîné un dynamisme de l'économie palestinienne, qu'on a travaillé énormément, qu'on a créé des emplois, de la richesse, bref, le niveau de vie de tous les Palestiniens juifs et musulmans et chrétiens, bien sûr, a énormément augmenté, et les habitants du Yishuv le disent, pendant que vous viviez l'enfer, disait l'un d'entre eux, écrivait l'un d'entre eux plutôt, nous, ici, nous connaissions le paradis. Ils ne peuvent pas ne pas éprouver un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité va se retourner en agressivité face à celui qui vous évoque constamment comme une sorte de reproche vivant ce que vous n'avez pas fait pendant que lui connaissait l'horreur absolue. 2. Quand le rescapé arrive, qu'est-ce qu'il évoque pour le sioniste militant? Je ne dis pas l'habitant du Yishuv de base, mais le sioniste militant, c'est-à-dire le cadre de l'agent juif, de la Histadrout, le cadre du Mapai de Ben Gurion, le cadre de Tsahal, etc. Bref, des gens qui sont venus là volontairement, ce n'est pas le cas de tous, et qui croient dur comme fer à l'idéologie sioniste, c'est-à-dire l'idéologie d'un nouvel homme juif, qui ne soit plus une victime, qui rentre coup pour coup, qui soit debout, qui s'exprime en hébreu, bref, un vrai nationalisme tel qu'on l'a connu au XIXe siècle. Eh bien, le rescapé offre pour le sioniste militant une image détestable. C'est l'image de la victime qui s'est laissée égorger comme un mouton, c'est ce qu'on disait à l'époque, on sait que c'est faux, mais c'est ce qu'on disait à l'époque. De surcroît, c'est une image qui vient de la diaspora elle-même. Je rappelle que l'expression frères juifs, ne nous laissons pas égorger comme des brebis, elle est d'Abba Kovner, le chef de la résistance du ghetto de Vilna, et cette phrase a été prononcée le 31 décembre 1941 dans un appel à la résistance juive. Cette phrase est d'ailleurs tirée de la Bible, cette expression est comme des brebis à l'abattoir, ou des brebis au boucher, ou à l'égorgeur, je ne sais plus exactement. Cette phrase va être reprise à l'infini, par les résistants eux-mêmes et puis ensuite en Israël. Donc cette image va coller à la peau des rescapés. Vous vous êtes laissés égorger comme des moutons à l'abattoir, vous avez été impuissants à réagir. Finalement, vous offrez une image la plus détestable de ce que nous, sionistes, détestons, la faiblesse juive. Et la 5e raison, c'est finalement la culpabilité du rejet. Et un mot d'explication. Le sionisme est une idéologie volontariste qui s'est bâtie sur le rejet de la diaspora. Forger un nouvel homme juif, c'était rejeter le juif diasporique. Le juif trop intellectuel, le juif souffreteux, le juif peureux, le juif qui rase les murs, le juif qui ne rend pas les coups, le juif qui subit, qui demande pardon, qui baisse la tête, etc. Ce juif-là, on n'en veut plus. Et du coup, ces hommes et ces femmes jeunes qui rompent avec le milieu d'origine, polonais, ukrainien, russe, biélorusse, etc. Encore une fois, je rappelle que le cœur du judaïsme mondial, jusqu'à la Shoah, ça reste l'Europe orientale. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le monde arabe. Bon. Eh bien, quand ils ont rompu avec leur famille, car les voyages n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, bien sûr, quand ils arrivent en Palestine, ils ne sont pas sûrs de revoir leur famille. Ils ont rompu avec leur famille, souvent avec pertes et fracas. C'est souvent à la suite de violentes disputes familiales qu'ils ont rompu avec les frères, les sœurs, qui sont peut-être engagés ailleurs, du côté du boom, du côté des révolutionnaires, ou du côté tout simplement de l'orthodoxie religieuse, rompu avec les parents, et les parents eux-mêmes ont le sentiment de faire le deuil de leurs enfants qui partent en Palestine, vers cette utopie sioniste. Bref, ce monde-là de la diaspora, voilà où je veux en venir, ils l'ont vomi. C'est une chose de rejeter ce monde, c'est autre chose de le voir détruit.
Et la culpabilité est d'autant plus violente que ce monde détruit, qu'il rejetait profondément avec des termes qui frôlaient l'antisémitisme. Quand vous lisez des textes sionistes des années 10 et 20, vous avez l'impression que ce sont des textes écrits par des antisémites. Mais c'est une chose d'écrire des textes, aussi violents soient-ils, contre le milieu d'origine, et c'est autre chose que de souhaiter sa disparition. Bien évidemment, il ne souhaitait pas la disparition de ce monde, d'autant plus que c'est le monde de la langue maternelle. Autrement dit, d'avoir maudit ce monde, qui est le monde de l'enfance, de la maison de l'enfance, de la maison maternelle, c'est-à-dire de la langue du yiddish en particulier, ou du ladino par exemple, pour les Juifs des Balkans, et de le voir un jour détruit sous ses yeux, ça ne peut qu'entraîner dans la mémoire, dans la conscience de chacun, qu'un très violent sentiment de culpabilité. Eh bien, tous ces sentiments de culpabilité mêlés font que le rescapé, on n'a pas envie de le voir. Il rappelle quelque chose de trop douloureux. Soit une image détestable de la souffrance juive, soit tout simplement sa propre image détestable qu'on n'a pas envie de se regarder dans un miroir. Qu'avons-nous fait pendant qu'il souffrait le martyr? Et qu'ai-je fait moi pour sauver le monde d'où je viens et où je suis né? Et qu'ai-je fait pour ne pas sauver mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, tous ceux que j'ai laissés là-bas et qui ont été détruits en nombre? Voilà la plupart des raisons qui expliquent que l'accueil a été raté. Ce sont ces 5 raisons-là pour l'essentiel. Et du coup, on peut dire que, dans un premier temps, je dirais au moins pendant une bonne quinzaine d'années, la diaspora va être accusée, dans le fond, d'avoir mérité son destin. Et il y a un véritable opprobre qui est jeté sur elle. Le Yishuv, lui, rejette toute sa culpabilité sur la diaspora, comme s'il s'agissait de dire, dans le fond, ce destin, puisque vous n'avez pas su l'en empêcher, vous en êtes responsable, autrement dit, nous ne sommes pour rien dans ce qui vous est arrivé. Mieux même, nous vous avions mis en garde, nous vous avions dit de nous rejoindre, de venir, vous ne nous avez pas écoutés. Le résultat, c'est que pendant les 15 à 20 premières années de l'État d'Israël, la présentation qu'on va faire de la Shoah dans le pays est une présentation tronquée, une relecture historique tout à fait biaisée, qui est en gros celle-ci. On va commémorer la Shoah au moins une fois par an, le jour de la Shoah, mais au lieu de commémorer la Shoah dans sa nudité, dans sa vérité nue, aride, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu 6 millions au bas mot de victimes pour rien, mortes assassinées pour rien, on va mettre en avant l'héroïsme des combattants des ghettos, et en particulier du ghetto de Varsovie. Et au lieu de dire qu'on va commémorer Yom HaShoah, le jour de la Shoah, on va dire, dès 1952, qu'on va commémorer Yom HaShoah ve'Hagvura, le jour de la Shoah et de l'héroïsme. Comme si on devait opposer les morts honteux, ceux qui sont allés à l'abattoir comme des moutons, aux morts héroïques, les insurgés du ghetto, de Białystok, de Varsovie, de Vilna, ou les révoltés d'Auschwitz, de Treblinka, de Sobibor, qui sont des héros, c'est indéniable, qui sont une poignée. Alors, est-ce que cette poignée de héros fait que pour autant ceux qui sont allés dans les chambres à gaz de Birkenau sont des moutons? Évidemment non, historiquement ça ne tient pas la route une seule seconde, c'est idiot comme thèse, totalement idiot. Sauf que c'est cette thèse-là qui va être la mémoire officielle. Résultat, on pourrait penser d'après ce que je dis que dans le fond on n'a pas parlé de la Shoah pendant 20 ans en Israël, on s'est tu. C'est pas dit. On a beaucoup parlé de la Shoah. C'est même un discours public, la Shoah en Israël, sauf que, et c'est la grande différence avec les années 80-90 et actuellement, ce ne sont pas les déportés, les rescapés qui vont parler. On va parler pour eux. C'est une parole publique qui va l'emporter sur la Shoah. On va parler en leur nom, mais eux, on ne leur donnera jamais la parole. Sauf aux rescapés héros des ghettos, Yitzhak Zuckerman, Tzivia Lubelkin, parmi les fondateurs du kibbutz Lohamel Getaot dans le nord du pays. Ce sont ceux-là qu'on va entendre chaque mois d'avril, ceux-là et quelques autres, bien sûr, qu'on va entendre chaque mois d'avril dans la commémoration du Yom HaShoah. Ce sont dans ces émissions de radio, il n'y a pas encore de télévision, ce sont toujours les mêmes qu'on va entendre. Mais le déporté moyen ou le rescapé moyen, celui qui n'a pas fait parler de lui, celui qui a connu malheur sur malheur, et qui a vu mourir un tel, et puis bref, le déporté lambda, si vous voulez, celui-là on n'entend jamais. Celui-là n'a pas voix au chapitre. On ne sait pas qui c'est. C'est donc une mémoire qui est totalement confisquée, qui fait qu'on va beaucoup parler de la Shoah, pas seulement au mois d'avril pour le Yom HaShoah, mais également, et c'est pour ça que je disais, l'erreur c'est de croire qu'on a été muet pendant 20 ans sur la Shoah, on va en parler à l'occasion d'un grand nombre d'événements nationaux ou internationaux qui vont évoquer la destruction des Juifs d'Europe, sauf qu'encore une fois, les vrais concernés, les rescapés qui sont très nombreux, 240 000 dans les années 50, 240 000. Et jeunes, ce qu'on oublie traditionnellement, parce que quand on parle aujourd'hui de rescapés à un public quel qu'il soit, public scolaire ou pas, on imagine des octogénaires. Non,
les rescapés des années 50 ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ce sont de jeunes parents, des gens dans la force de l'âge. Et certains d'entre eux, je pense évidemment seulement et uniquement à eux, les rescapés d'Auschwitz, ils sont même visibles. Ils sont visibles dans les autobus israéliens, à la poste, à l'épicerie, n'importe où. Dans ce pays chaud où on a souvent les bras nus, ils sont visibles parce qu'il y a un numéro ici tatoué sur le bras gauche. Et n'importe quel Israélien des années 50, 60, 70 a ce souvenir d'avoir vu des hommes, des femmes de 30, 40, 50 ans avec cet étrange numéro sur le bras gauche, dont on ne demandait pas dans le fond ce que c'était. Il n'y avait pas de question là-dessus. Quand je dis enfin que on va beaucoup parler, d'une part, on va beaucoup parler, mais à leur place, et que d'autre part, on n'entendra pas, on n'écoutera pas plutôt les rescapés, je vais donner deux exemples. Premièrement, le problème du silence. En fait, les rescapés, quand ils arrivent, ce sont les mêmes que ceux qui arrivent en France ou en Italie avec Primo Levi, ou aux États-Unis ou ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire en 1945? Ils ont tendance à parler, à vouloir parler, parfois même à vouloir écrire. Certains écrivent. Et on constate la même chose partout. En France, aux États-Unis, en Italie, en Israël, c'est que au bout d'un an et demi, maximum 2 ans, 47, on n'a plus voulu les entendre. Et ceux qui ont écrit, par exemple, n'ont plus trouvé d'éditeur. Et même ceux qui ont trouvé un éditeur n'ont eu aucun succès. Primo Levi, si c'est un homme, paraît en 1947, il a un mal fou à trouver un éditeur, et Einaudi, le plus grand éditeur italien, le refuse. Il trouve un tout petit éditeur quasiment à compte d'auteur, et en 20 ans, le livre paraît, il n'a aucun succès. En 20 ans, 47-67, Primo Levi vend 500 exemplaires. 500 exemplaires. Et le stock, les invendus,